Donc, je suis Séverine Herlin, fondatrice et dirigeante de la société Vianeo, qui a eu donc été à l'initiative de ce webinaire. Et par ailleurs, ce soir, je vais plus particulièrement mettre ma casquette de participante active à la commission CNInov de l'AFNOR et représentante de l'ISO au niveau international dans le cadre de la conception, de la rédaction de la norme ISO 56001 dont nous allons plus particulièrement parler ce soir. Mais je vais tout de suite laisser la parole à nos intervenants, que sont Anne Bion, Johan Clair et Andrew Stanton. Alors, je vais vous proposer de vous présenter très rapidement tous les trois. Bien sûr, vous aurez un temps de parole plus important, très rapidement. Et puis, je vais vous proposer dans votre ordre d'intervention. Comme ça, vous pourrez tous repérer qui est qui. Johan, à toi l'honneur. Bonjour à tous, donc Johan Clair, j'ai l'honneur et la lourde charge de présider la commission française de normalisation sur le management de l'innovation, donc la CNInov, et le comité international ISO TC 279 qui parle depuis 15 secondes. Il a déjà donné deux acronymes incompréhensibles. Bienvenue dans le monde de la normalisation, on va essayer de rendre ça quand même sympathique. Et en dehors de ces responsabilités collectives, je suis aussi dirigeant d'une société qui s'appelle Innovation Way et qui développe des outils et méthodes pour le développement de la capacité à innover des organisations. Merci, Johan. Ensuite interviendra Andrew. Andrew, thank you so much to be with us today. Mais je vous rassure tous, Andrew parle très bien français. Merci beaucoup, Séverine. C'est un plaisir d'être parmi vous. Je suis Andrew Stanton, je suis le pilote du groupe qui a assisté à la rédaction de cette norme. Et depuis maintenant bientôt un an, donc c'est tout récent que j'ai pris les mains du pilote du groupe. Et quand je ne fais pas ça, je travaille dans un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans la propriété intellectuelle. Et depuis longtemps, je me suis posé la question, quel est le rôle de la propriété intellectuelle dans l'innovation, dans le monde de l'innovation. Et voilà pourquoi j'ai commencé à travailler depuis maintenant 5 ans dans les normes ISO spécialisées dans le management de l'innovation. Voilà. Thank you, merci Andrew. Et je laisse la parole à Anne Bion-Perron qui est là pour représenter la Matmut et en particulier parce que s'il y a un sujet qui est quand même crucial, c'est l'application de cette fameuse norme et en tout cas le déploiement du management de l'innovation dans les entreprises. Anne. Du coup, tu as presque tout dit. Bonsoir à tous. Donc, Anne Bion, je suis en charge du pôle innovation et facilitation au sein d'un grand groupe mutualiste français qui est la Matmut. Et plus spécifiquement, j'ai participé très humblement à la commission de normalisation depuis le mois de septembre et surtout participé à l'émulation que cette norme a pu susciter et évidemment très inspirée par cette norme et notre capacité à pouvoir la déployer au sein de l'entreprise. Ça, c'est pour le teasing de fin de session. Voilà, l'application. Et c'est pour ça que je t'ai présenté parce que trop pressé justement de penser à cet enjeu-là qui est crucial et qui est juste l'intérêt de la norme pour nous tous. Donc, allons-y dans notre heure ensemble, rentrons dans le vif du sujet. On va vous proposer donc que chacun des intervenants autour de la table, Johan, Andrew et Anne, présente dans un mode assez interactif vraiment sa vision du sujet. Hervé, je ne t'ai pas présenté, Hervé Dufaux qui est là. Je te laisse te présenter puisque tu seras intervenant avec moi à l'issue de ces premières interventions. Bonjour, donc moi je suis Hervé, CTO chez Vianeo depuis de longues années maintenant et donc je suis en charge et du pilotage de l'équipe pour le développement du produit et également du déploiement des plateformes en marque blanche chez nos clients dont certains représentants sont ici, donc voilà, je travaille de façon assez proche avec les clients pour modéliser un workflow qui se rapproche le plus possible d'un fonctionnement en interne ou d'un fonctionnement souhaité. Donc, on en parlera un petit peu en fin de session. Exactement. Et donc,
avec un respect, je serai garante du respect du timing de chacun. On aura un petit quart d'heure de questions-réponses à l'issue de ces présentations. Donc, sans plus attendre, et je vais te laisser la main, Johan, juste en introduction, si on a fait vraiment et souhaité faire ce webinaire sur ce sujet-là, c'est bien parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet autour de l'intégration de l'innovation comme une pratique de management dans l'entreprise. Et c'est vraiment ça notre vision à tous les innovateurs qui portons cette norme, c'est de se dire aujourd'hui, il n'y a pas de raison que les pratiques d'innovation qui génèrent bien évidemment des pratiques managériales très différentes d'une pratique d'exploitation dans une entreprise, il n'y a pas de raison, et c'est même plus que pas de raison, c'est absolument obligatoire que ces pratiques deviennent un sujet du quotidien dans les organisations. Alors, Johan, je te propose, et puis je vais partager mon écran, de commencer puisque tu as été vraiment quasiment à l'origine, au point de départ dans le lancement de ces travaux sur la norme, eh bien, de nous introduire tout ce vaste sujet qui est, et puis cette compréhension de d'où vient cette norme et comment s'est passé ce lancement. Et de manière, pardon, je suis censée présenter, mais voilà. Et de manière plus précise, techniquement, qu'est-ce que c'est que ce contexte ISO ? Ok, alors on va s'appuyer sur quelques diapos pour essayer de démystifier un petit peu tout ça. Déjà, juste une précision, c'est vrai que j'ai rejoint les travaux de normalisation alors qu'ils commençaient, ils commençaient au niveau international, mais ils étaient déjà en place depuis quelques années. Il y avait déjà des choses qui tournaient en France, et je suis pas à l'origine du TC, on reviendra là-dessus, mais il a été créé à l'initiative d'Alice de Cazeneuve, qui était chargée de la culture innovation, qui est chargée de la culture innovation chez Airbus. Et j'ai donc repris la présidence du comité international il y a 2 ans. Si on revient là-dessus, alors, si on parle de normalisation, j'espère, certains sont peut-être, on est très nombreux, je me demande toujours dans ce genre de meeting, quelle est la proportion de ceux qui sont venus en se disant, ces gens sont fous. En général, elle est non négligeable quand les gens viennent de l'innovation, mais elle va en réduisant de réunion en réunion, de meeting en meeting, de webinaire en webinaire. Donc, pour revenir là-dessus, il faut se mettre d'accord sur ce qu'est la normalisation. La normalisation, c'est très simple, c'est un ensemble d'experts qui se regroupent et qui travaillent dans le consensus pour établir des référentiels, qui derrière, qui vont mettre en commun leurs expertises et ceux qui vont essayer d'identifier dans un domaine métier, ici le management de l'innovation, qu'est-ce qui selon eux est axé, enfin, sur quoi ils arrivent à se mettre d'accord comme éléments, comme ingrédients qui font le succès de ces dynamiques-là. On a donc des représentants qui sont nommés des experts, qui vont représenter tout le domaine métier. Ça peut être des entreprises, ça peut être des centres de recherche, ça peut être des universités, ça peut être des fédérations professionnelles, ça peut être des labos, ça peut être des ONG, etc. Toutes ces représentants vont se retrouver dans une commission de normalisation. Alors, à l'échelle française, on a la CNINNOV pour le management d'innovation, CN pour commission de normalisation. Et puis ensuite, lorsqu'il y a des travaux internationaux, chacun de ces organismes nationaux de normalisation, l'AFNOR en France, etc., vont envoyer des représentants au niveau international pour faire ce même travail de partage de pratiques, de mise en commun, de travail de consensus, mais non plus à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale. Et donc, ici, on parle de l'ISO pour le management d'innovation. Il y a un comité européen qui est dormant aujourd'hui. On se concentre plutôt sur le niveau international, qui est encore plus large, finalement, en participation, qui est l'ISO TC 279, et donc qui va traiter du management de l'innovation, TC pour Technical Committee. Et donc, quand vous avez là, quand Séverine se présentait tout à l'heure, elle est effectivement membre de la Commission française et représentante de la délégation française dans les travaux internationaux au niveau ISO. Merci Séverine pour cet engagement international important pour la Commission française. Je suis pas seule, il y a Antoine Dumont qui est aussi en ligne. Qui est aussi connecté, exact. Voilà. Un véritable esprit d'équipe. Alors, si on en vient sur cette commission de normalisation, sur la diapo suivante, c'est quoi le but de cette commission? Si on parle de la commission française, elle a 2 rôles. Son rôle principal, c'est diffuser les meilleures pratiques du management d'innovation par la normalisation. Mais dans cet environnement-là, on utilise la normalisation comme un vecteur de partage de connaissances. Et ça se compose alors en 2 missions, je vais dire, pour atteindre ce rôle, on a un peu deux grands chantiers. Le premier, c'est de définir et défendre des positions françaises à l'international, parce que il y a du consensus à déterminer. On va voir qu'on est un certain nombre de pays engagés, donc la Commission française est là pour représenter et porter la voix française dans les travaux internationaux.
Et puis ensuite, elle a le pouvoir aussi, au-delà de ses travaux internationaux et de ses normes ISO, quelque chose, qui viennent donc de l'international, de développer des référentiels français. Donc, la commission française a été créée en 2009. Moi, je l'ai rejoint en 2012 ou 13. Aujourd'hui, elle compte 45 membres, dont Séverine, Antoine et peut-être d'autres qui sont en ligne avec nous aujourd'hui. Dans la liste, c'est trop long à scroller pour trouver tout le monde. Anne, évidemment, elle le disait tout à l'heure. Mais j'entendais sur les participants. Qui représentent, alors on a des représentants d'entreprises, on a effectivement des organismes consulaires. Enfin, on a une vraie diversité et un comité qui est parmi les plus actifs au niveau international, en tout cas à ma connaissance, avec un comité qui fonctionne extrêmement bien et qui est vraiment dans le partage dans le vrai partage et la construction collective. On est organisé en 3 groupes de travail. On a un groupe qui suit les travaux internationaux. Donc là, on va notamment qui a travaillé sur ces normes systèmes de management d'innovation, on va y venir. Un groupe qui se focalise sur la rédaction de guides de mise en œuvre et notamment un guide de mise en œuvre pour les PME. C'est essayer de rendre les choses plus lisibles parce que vous savez, quand on fait du consensus avec des experts de plus de 70 pays, quand il faut trouver la bonne formule, Andrew reviendra certainement là-dessus, c'est pas toujours extrêmement simple. Parfois, on a besoin quand on fait ça entre nous au niveau français, quand on va faire un guide de mise en œuvre, on a plus de liberté éditoriale et on arrive à faire des choses qui soient plus direct, on va dire, dans la compréhension. Et puis un troisième groupe qui travaille sur ces notions de communication. Alors c'est aussi pour ça qu'on est là, mais des actions qui sont menées au niveau des membres de la commission, et puis des actions fortes menées par la commission elle-même, et notamment, on reviendra peut-être là-dessus en fin de webinaire, mais un événement annoncé pour le 19 novembre pour annoncer le lancement de la 56001, teasing avec ce que je vais dire dans 2 diapos. Ce comité international a donc été créé en 2012 et aujourd'hui, là, vous avez en couleur sur l'écran tous les membres, tous les pays qui sont représentés dans ces travaux. On est aujourd'hui 78 pays, 55 avec un statut de membres participants, pas rentrer dans le technique, mais ils ont un droit de vote que les membres observateurs n'ont pas. En tout cas, on a une belle coloration de la planète, un certain nombre de pays d'engagés. Vous voyez aussi, vu la nature des pays engagés, qu'on arrive à avoir du partenariat technique, et ça, c'est important. Je vais aller vite à la deuxième à cette diapo, mais du coup, je l'introduis en posant une question. C'est finalement qu'est-ce qui se passe? On a le sentiment qu'il y a un momentum qui se passe aujourd'hui. La preuve, c'est qu'il y a eu plus de 250 inscrits à notre webinaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens, toi, en ayant observé justement depuis plus de 10 ans? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de plus d'innovation. Les entreprises, on a eu un Covid, on a des tensions sur l'énergie, on a des tensions sur tout un tas de choses, et on voit qu'on a besoin d'innovation, pas qu'au sens de développer des produits, on a besoin d'innover plus et mieux. On a besoin de plus d'adaptation dans les organisations, de plus de résilience, de plus de dynamique, de plus de respect environnemental. On a toutes ces pressions qui nous viennent, et donc les organisations ont aujourd'hui besoin d'innover plus, de structurer tout ça, et la normalisation est un facteur est un outil qui permet de fiabiliser ces éléments-là et en tout cas de favoriser le partage de pratiques. On est dans un temps de professionnalisation. Le management d'innovation, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus et c'est un domaine qui est en train de se professionnaliser, comme l'a été le management de projet, comme l'a été le management de la qualité. Aujourd'hui, le management d'innovation, on est en train de sortir des guerres de chapelle avec chacun sa méthode, son approche, son outil, etc. pour commencer à se rendre compte de l'intérêt de la complémentarité de toutes ces approches et trouver des bases communes, en tout cas ces référentiels communs, qui nous permettront de mieux partager et de mieux faire vivre tous ces outils différents en les replaçant chacun finalement là où ils sont et en mettant en valeur leur complémentarité. Ça, c'est une première chose, c'est cette pression de ce besoin de professionnaliser un domaine métier parce qu'on a plus de pression, on a besoin de mieux réussir. Et si on va sur la diapo suivante, deuxième partie de la réponse, je dirais, c'est que effectivement, innover une fois ne suffit plus. Il faut être capable d'innover de manière régulière, récurrente, diversifiée. Et ça, on l'a finalement, en venant structurer ce domaine. La normalisation peut amener des éléments là-dessus et elle s'intéresse à cette troisième couche. L'innovation, c'est ce qui sort, c'est le résultat, c'est ce qu'on aspire à avoir. Le management de l'innovation, c'est conduire des projets. Manager l'innovation, c'est conduire un projet, le mener à bien. Mais pour réussir à faire ça de manière multiple, à avoir plus d'innovation, plus de résultats, on a besoin de structurer le système. On a besoin de développer la capacité à innover des organisations. Et cette capacité à innover, elle résulte du système de management d'innovation et c'est là-dessus que portent les travaux de normalisation. Alors justement, du coup, on voit bien sur cette slide qu'on arrive au système de management de l'innovation. Donc là,
c'est là où un point très important, et j'insiste, on avait fait exprès d'appeler ce webinaire « Normer l'innovation », mais il ne s'agit absolument pas de normer l'innovation, il s'agit de normer ou de standardiser le système de management de l'innovation. Grande différence, puisque à l'intérieur du système, comme je dis souvent, la loi libère et que justement, on innove et on peut encore mieux innover. Mais quelle est la nuance entre ces deux normes 56002, 56001 ? Voilà, comment on en est arrivé aujourd'hui à la 56001 ? Qu'est-ce que voilà. Elles ont la même base de titre. Alors, c'est Pardon. perturbant. Elles ont la même base de titre, effectivement. Elles s'appellent toutes les deux système de management de l'innovation. Il y a la numéro 2 et la numéro 1, et pire que ça, on a commencé par la 2. Ça, c'est les bizarreries de la normalisation. Mais non, en réalité, c'est très simple. C'est qu'il y a une norme, la 56002, est sortie il y a quelques années. Alors, elle est sortie au moment du Covid. Ça, c'est peut-être une autre part d'explication sur pourquoi on a du mal à en entendre parler tout de suite. Les entreprises n'étaient pas vraiment enclines à rechercher des nouveaux modes d'organisation à ce moment-là, ou en tout cas, à les faire de manière structurée. C'était plutôt de l'agilité absolue et de l'art de la débrouille. Aujourd'hui, on structure, on professionnalise. Et la 56002 était donc une norme de recommandation. Ça veut dire que c'est un guide de bonne pratique qui ne comporte aucune exigence. On ne peut pas se faire auditer, certifier conforme. Elle est simplement composée de recommandations, disant que vous pourriez, vous gagneriez à, vous auriez peut-être intérêt à, etc. On est sur des guides, sur des recommandations, sur des conseils. Aujourd'hui, suite à la publication de cette norme et aux premières mises en place, premiers déploiements dans les organisations, le retour qu'on a eu et l'intérêt grandissant pour la thématique et puis la maturité atteinte par le comité, on en vient à faire une norme d'exigence. Cette fois-ci, ce sera donc la norme 56001. Elle a le même titre, mais la grande nuance, c'est que là, il sera possible de solliciter un auditeur pour venir accompagner pour venir valider, la conformité à ce référentiel et obtenir un label, obtenir une certification de conformité avec cette 56001. Une dernière précision avant de rendre la parole, une norme est toujours d'application volontaire. Ça veut dire que même si c'est une norme d'exigence, ça n'est pas la loi. Et c'est bien chacun qui sera libre, chaque organisation sera libre ou pas, sera libre de la mettre en place ou pas, tout comme ça a été le cas par la 9001. Donc, il ne s'agit pas de changer la réglementation, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit. Elle s'imposera dans les organisations d'elle-même si elle crée de la valeur et si elle génère du résultat en termes de gain de performance pour les orgas. C'est pour ça que finalement, on se dit que cette norme d'exigence, c'est peut-être pas un si mauvais plan. Super, merci beaucoup et intéressant comme cadre. Bon, beaucoup de choses, tu aurais encore plus de choses à dire, mais je vous invite à trop passionné. Vos mails dans le chat pour prendre lien directement avec chacun. Mais du coup, ce qui est assez intéressant et je prends la balle au bon, le passage de la 56002 à la 56001 a obligé à un travail de fond assez important pour faire en sorte que cette norme d'exigence soit malgré tout pas trop exigeante. Et donc, c'est tout ce travail en fait que Andrew, tu as animé depuis 2 ans, 1 an et demi maintenant, au sein du groupe de travail Working Group 1, qui était de la conception de la norme. Et du coup, je te laisse nous raconter de manière très concrète, parce que je pense que c'est intéressant de savoir comment une norme se construit. Moi, je vous avoue que je l'ai découvert, et comme je l'ai dit souvent et partagé à Johan et aux différents membres du groupe, un nouveau réseau de neurones s'est créé dans mon cerveau, très, très nouveau, mais c'est passionnant. Et voilà, comment on justifie tout ce travail et surtout comment on l'anime, Andrew. D'accord. OK, merci beaucoup, Séverine. Alors, comme il a dit Johan, il a déjà présenté quelques chiffres sur le fonctionnement de l'ETC. Au sein de l'ETC, on a 2 groupes consultatifs. On n'a pas parlé de ces 2-là, mais il y en a un qui donne un côté stratégique au chef du groupe, donc Johan, et un autre qui est plus opérationnel. Et il y a ensuite 3 groupes de travail opérationnels, dont moi, je suis le pilote de la groupe 1. Et le groupe 1 est responsable du système de management de l'innovation, le sujet pour aujourd'hui. Et on a 2 standards qui sont sous notre responsabilité. Il y a le 56002 qui a été publié en 2019. Comme il a dit Johan, c'est un standard de recommandation pour le système de management, mais qui ne sont pas des exigences.
Et ce standard a été publié en 2019 et on va bientôt en fait passer une phase de la révision de ce standard. Et ensuite, il y a le 56001 et c'est le standard qui est en cours de rédaction en ce moment. Et tous les standards, ils passent par les stades qu'on voit sur le slide. Et là, Ah, qu'est-ce qui se passe? reload. Ah, c'est bon. Alors, on voyez? peut Oui. remonter en fait à la... Voilà, OK. Et comme on a dit, en fait, on est maintenant à la stade de l'approbation, c'est-à-dire qu'on a fini à disposer tous les commentaires sur la 10, la Draft International Standard, et on a passé le standard ISO pour préparer en fait la dernière révision, et on est dans le temps pour pouvoir avoir une publication du standard en début du mois de septembre. Et en parallèle, il y a un travail d'étude qui se fait en ce moment sur un autre standard, qui est le standard 17021. Et ça, c'est un standard qui sera pour l'évaluation de la conformité. Et c'est un standard, si on passe à la prochaine étape bientôt, sera, on peut revenir, pardon, Séverine, bientôt. Oui, oui. Ouais. Et là, en fait, on va, ça sera sur l'évaluation de la conformité pour les auditeurs. Et c'est un travail qui se fera bien certainement à 50-50% entre le Working Group 1 et le comité ISO pour l'évaluation de la conformité qui est l'organisme CASCO. Alors maintenant, voilà. Concrètement, comment ça se passe dans cette rédaction de la norme? Alors, on propose un travail. On passe de la rédaction de la norme ISO 56001. Voilà sur l'écran ce qu'on voit, tous les stades sur lesquels on passe. On commence avec une proposition. Ensuite, on prépare le standard. Ensuite, on passe à un vote et on rassemble des commentaires et c'est passé un comité, le Working Group 1, pour ce standard. Ensuite, on adresse tous les commentaires. Ensuite, on passe à la vote. Et si on a une vote positive, c'est-à-dire qu'on a 2/3 des membres qui peuvent donner leur position, on va passer à la prochaine étape qui est la Draft International Standard. On va, pendant cette vote, rassembler d'autres commentaires et pour le 56001, on a reçu plus de 1000 commentaires à la fois pour le stade comité et aussi pour le stade Draft International Standard. On adresse tous les commentaires et ensuite on passe à la stade approbation et à ce stade-là, on ne peut plus en fait apporter des changements techniques au standard. Donc, c'est uniquement en fait des changements d'édition qui peuvent se faire et le dernier stade, c'est la publication qui se fera si tout va bien au mois de septembre cette année. Alors, comment? Pardon, juste ce qui est intéressant pour revenir sur la partie conception, et tout à l'heure, Johan a bien insisté sur le côté métier, c'est ce qui s'est passé, ce qui s'est joué dans la conception de cette norme, parce que le maillage entre des gens qui viennent de la qualité et des gens qui viennent de l'innovation, c'est pas simple. Oui. C'est des cerveaux très différents. Donc, exactement. Et en fait, ça crée une tension au sein du groupe parce qu'il y a d'un côté, en fait, des experts qui viennent vraiment du système ISO et plutôt ISO Management System Standards. Et ces experts, ils sont vraiment orientés qualité, ils sont bien dirigés par les directives ISO et ils sont
aussi de nature très averse au risque. Et ça crée vraiment une tension entre les experts qui viennent du monde du management de l'innovation. Et ces gens-là, ils sont beaucoup plus orientation créative, ils sont dirigés par la nouveauté, par la technologie, ils sont chercheurs de l'opportunité et ça crée vraiment en fait des extrêmes. Et puisqu'on a toutes des décisions à prendre par consensus, il faut trouver le juste milieu, il faut trouver le consensus de tous ces voix qui sont en jeu. Et il y a aussi une troisième partie qui est toute la partie géopolitique qui rentre en jeu aussi, la partie professionnelle. Donc, il y a toutes ces phases qui sont en jeu. Et mon rôle, en fait, c'est d'animer en fait ces discussions et de trouver en fait le juste milieu, le compromis de tous ces gens qui rentrent dans la discussion. Et c'est quelque chose dans le groupe, on a travaillé énormément au cours de ces derniers 12 mois pour vraiment assimiler toute la tension qu'il y a eu dans le groupe, de ces pensées qui étaient vraiment à l'extrême l'un de l'autre, et de trouver beaucoup plus ensemble sur un côté uni pour vraiment utiliser cette structure donnée par ISO qui est très cadrée, très formulée, mais utiliser aussi comme forme d'expression pour le côté novateur, etc., qui vient de l'innovation. Je peux témoigner d'une toute petite anecdote, mais en portant le standard de la France, enfin l'étendard de la France plutôt, on avait quelque chose qui nous tenait à cœur, c'était de faire attention à ce que la norme ne soit pas imposée à des organisations et des structures telles que des startups, en se disant si on leur impose ça, c'est quand même ridicule, alors que leur ADN, c'est d'innover. Et donc, on avait vraiment à cœur d'avoir cet élément d'exclusion des startups. Et là, on a eu affaire à un moment vraiment important de co-conception et pour arriver à un consensus, alors que la France était les seuls à vouloir défendre cette position et que tous les autres pays voulaient tout simplement que ce soit adapté et possible de l'utiliser pour n'importe quel type d'organisation. Et par ce travail d'écoute, de reformulation, de prise de connaissance, de conscience des enjeux des uns et des autres, on a fini par arriver à une phrase où on n'a pas employé le mot de startup, mais newly formed organization, qui a permis justement de tomber d'accord. Donc, c'est vraiment, je peux témoigner de ce travail extrêmement fin et extrêmement professionnel, tant des qualiticiens que des gens de l'innovation, pour arriver à quelque chose qui a énormément de sens, sans être trop complexe, et vraiment porteur de beaucoup de bon sens et d'un langage partagé simple et fondamental pour l'innovation. Peut-être un dernier point. Voilà, sur l'ensemble est assez, désolée de te presser pour qu'on puisse entendre également Anne. Ouais. On veut toujours en mettre trop dans une présentation, mais rapidement en particulier, qu'est-ce qui fait qu'elle est spécifique, cette norme Alors, ce qui est très, très spécifique à cette norme, c'est qu'en fait, on a réussi dans le travail qu'on a fait ensemble à assimiler en fait toute la partie management de qualité qui vient de tous ces experts qui viennent du monde ISO avec la discipline de l'innovation et à vraiment les assimiler ensemble. Et là, en fait, sur l'écran, vous pouvez voir en fait quelque chose qu'on a dans le standard, qu'on a réussi en fait à pouvoir rassembler ensemble dans le texte qui sera publié au mois de septembre. Et en fait, le modèle qu'on voit, c'est le modèle qu'on utilise pour l'application, pour la mise en place d'un système de l'innovation conforme. Voilà. Et un point sans doute qui diffère énormément, qui distingue la norme ISO Management de l'innovation du management de la qualité, c'est sans doute un terme qui est employé tout au long de la norme, qui est la notion d'incertitude. Je pense que ça, c'est crucial et rassurant de se dire que l'incertitude est bien le sujet qui est au cœur d'une telle norme. Et on voit ça dans le fait qu'on a inversé en fait les termes qu'on retrouve sur tous les standards ISO, opportunities and risks.
Et dans tous les standards, en fait, on parle de risk et opportunities. Et là, en fait, on a inversé pour commencer dans un premier temps avec l'opportunité et ensuite de mesurer les risques par la suite. Et là, en fait, on voit aussi l'introduction d'une stratégie d'innovation, la culture d'innovation qui, comme j'ai dit, en fait, c'est animé plutôt par l'opportunité et non pas par le risque. Le processus de fonctionnement du système conçu pour l'innovation et les supports. Les supports qu'on retrouve aussi, pour ces parties supports, on les retrouve en fait sur tous les outils qui font partie de tous les standards développés par le groupe, par le comité technique. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on est dans le monde de la norme, donc ça veut dire qu'on s'y retrouve par rapport à l'application de normes de qualité, de gestion de projet et autres. On va se retrouver dans ces exigences et en même temps, on a une vraie spécificité liée à l'innovation. Alors, passons à la… Merci Andrew. Encore tant de choses à dire, donc mets ton mail dans le chat pour que vous puissiez échanger en direct. Anne, je vais te laisser la parole, mais avant de te laisser la parole pour parler vraiment pratique et application, j'aimerais vous lancer un petit quiz avec 2 questions très simples. Vous devriez normalement les voir apparaître, je pense. La première, c'est en termes de management de l'innovation. Vous diriez que votre organisation est plutôt découvrante, débutante, apprenante, mature. Je vous laisse deviner choisir ce que vous mettez derrière ces termes. Et une autre question sur finalement aujourd'hui, quels sont vos enjeux prioritaires. Vous les avez bien, c'est bon? Ok. Donc, je laisse quelques… Voilà. Je ne sais pas si je peux lancer. Anne, tu peux commencer, je pense, à nous présenter, puisque tu n'as pas de slide. Donc, je te laisse non, la… Évidemment, je n'ai pas de slide puisque comme la norme n'est pas du registre public, je ne peux pas présenter. En revanche, je peux partager ce que la norme a généré comme intérêt, comme enthousiasme à la fois chez moi, qui suis dans le champ de l'innovation depuis une quinzaine d'années, et puis au sein du groupe Matmut. Alors déjà un premier retour d'expérience sur qu'est-ce que cette norme va changer en fait dans notre quotidien. Alors je vais un peu paraphraser Johan dans son introduction. Je trouve que cette norme en fait c'est vraiment le signe d'une maturité du marché. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, quand on faisait de l'innovation, ou voire éventuellement qu'on parlait de management de l'innovation, c'était des démarches un peu empiriques, avec des approches, des outils, des méthodes qui étaient vraiment très diversifiées en fonction des secteurs, en fonction de la formation, en fonction du parcours. Et ce que je trouve très intéressant en fait avec le système de management de l'innovation, c'est que ça crée un langage commun. Ça crée un niveau d'exigence et puis c'est surtout c'est que ça rassure. C'est-à-dire que on a enfin l'occasion au travers de cette norme de pouvoir piloter de manière éclairée l'incertitude et de permettre enfin à des décideurs d'être en capacité de pouvoir s'aventurer dans ce domaine de l'incertain avec des outils et une visibilité qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus impactante que ce qu'on a pu avoir jusque-là. Et ce que je trouve aussi… Oui, pardon. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que enfin, dans le champ de l'innovation, on peut nous aussi poser des règles métiers, ce qui n'était pas forcément le cas jusque-là. Alors oui, on a quelques process, oui, on a des formes de gestion de projet, mais c'est enfin l'occasion en fait de pouvoir structurer un système complet et de pouvoir vraiment poser des règles métiers, faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise puissent dialoguer au travers d'un outil commun et partager, ce qu'on n'avait pas évidemment jusque-là. Et donc concrètement, dans ton quotidien en tant que responsable de l'innovation, qu'est-ce que ça signifie? Alors concrètement, ce que ça signifie, alors déjà ma participation au sein de la commission AFNOR, ça a permis d'identifier tout ce qu'on avait déjà comme potentiel au sein du groupe Matmut.
Donc, du coup, ça rassure un peu, hein, se dire qu'on a déjà tout un tas d'outils, d'approches, de méthodes, de process qui sont déjà disponibles. Donc, le système de management de l'innovation, ça va nous permettre en fait de donner du sens à tout ça. Ce qui était dit en introduction, hein, c'est que c'est un management de l'ensemble d'éléments et d'activités interdépendants. Et donc, le SMI, ça va nous permettre de donner du sens à tous ces éléments et à toutes ces activités interdépendantes qu'on engageait dans l'entreprise sans pour autant y trouver un lien ou un lien. Donc, le SMI, ça va pouvoir permettre ça. Et puis, évidemment, ça nous a permis aussi d'identifier quelques trous dans la raquette et notamment de pouvoir construire, c'est vraiment le point majeur, de pouvoir construire une stratégie d'innovation groupe. C'est-à-dire que nous, on est organisé par branche métier. Donc, évidemment, l'ensemble des branches métiers ont leur propre stratégie d'innovation. Et donc, le SMI, ça peut nous permettre, en fait, de monter d'un cran, c'est-à-dire vraiment de changer de dimension et de pouvoir structurer et envisager un management de l'innovation à l'échelle du groupe et surtout, au-delà d'un management de l'innovation, un système qui permette de piloter l'intégralité de ce champ d'innovation à l'échelle du groupe. Est-ce que tu as des éléments concrets de justement ces briques du système aujourd'hui qui sont en place? J'ai bien compris que c'est en cours et que c'est même au démarrage, mais qu'est-ce que oui. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors donc effectivement, on a déjà des briques. On a toute la partie processer l'exploration qui fait partie des niveaux d'exigence en fait de la norme. Comment on structure en fait depuis l'émergence de l'idée jusqu'à la mise sur le marché. Donc ça c'est en cours de process. Il y a un des fondamentaux que j'ai beaucoup apprécié en fait dans le SMI. C'est la place du change. Pour moi, l'innovation, au-delà de mettre un produit ou un service sur le marché, c'est aussi tout le chemin que l'entreprise doit être en capacité de suivre, toute cette capacité de transformation que sont des transformations de règles métiers, de process, de compétences, de connaissances, voire d'écosystèmes. Voilà, donc la place du change, ça fait partie des éléments concrets en fait sur lesquels on travaille au sein du groupe. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est que on a effectivement une stratégie d'innovation par branche métier. Et donc là, vraiment, l'idée, concrètement, c'est de pouvoir réfléchir tous ensemble à l'occasion de notre plan stratégique Objectif Impact qui vient d'être divulgué, de pouvoir se nourrir de ce plan stratégique et d'identifier vraiment des potentiels d'innovation sur lesquels nous, on pourrait s'inscrire. Donc, on a quand même tout un tas d'éléments en fait qui sont concordants avec les niveaux d'exigence et puis les critères d'exigence de cette norme. Alors, petite dernière question, tu vas me voir venir, mais tu es non seulement dans la commission ISO CNINOV de l'AFNOR, et tu es aussi cliente de Vianeo. En quoi la plateforme Vianeo et la formation Vianeo à laquelle tu as été formée participent au SMI ou pas? Est-ce que c'est un élément? Non, si, en fait, et c'est pas de la pub pour rien, ça participe grandement, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, cette norme, c'est donner la capacité à nos dirigeants de piloter l'incertain. Et la norme, autant que l'outil Vianeo s'inscrit là-dedans, en fait. C'est-à-dire que ça donne la possibilité, au travers d'un outil, de faire dialoguer des parties prenantes, de leur donner la possibilité de voir ce que ça veut dire d'explorer l'inconnu. Et donc, effectivement, on s'est inscrit au sein du groupe Matmut dans l'idée que piloter des explorations ou des projets d'innovation, ça nécessite à la fois un langage commun, mais aussi des outils communs. Et donc, c'est en ça, effectivement, que la plateforme Vianeo est vraiment un outil, un vrai allié, en fait, pour nous permettre d'avancer collectivement et puis de voir, en fait, ce que ça veut dire l'incertain.
Merci beaucoup, Anne. Encore une fois, mais laisse ton mail si tu le veux bien pour échanger plus directement. Alors, je vais partager les résultats qui sont intéressants et qui, à la fois, vont dans le sens de ce que tu as dit et puis vont permettre aussi de passer à notre partie concernant Vianeo. Donc, là, autour de la table, intéressant, on a la majorité, vous êtes dans des organisations qui sont apprenantes. Donc, ça veut dire qu'on sent qu'il y a déjà eu des actions menées, mais c'est encore en train de se formaliser, de se concrétiser avant de passer à une situation plus mature. Voilà. Et autre sujet intéressant, et c'est, je pense, assez lié, vos principales préoccupations. Donc, c'est en premier, de diffuser la culture innovation. Et ça, on le constate effectivement tous les jours. Si on n'a pas ce terreau de culture d'innovation qui est vraiment spécifique et qui est aussi toute la difficulté, ça ne prend pas. Et puis ensuite, d'accélérer, donc d'avoir des preuves, évidemment, de développer des nouvelles offres qui sont bien les preuves de la création de valeur. Et tout ça à partir d'un langage commun, des processus qui fonctionnent. Voilà. Donc, 56% d'organisations apprenantes, 22% découvrantes, 13% matures et 9% débutantes. Donc, on a, voilà, et puis, la première enjeu, c'est la diffuser la culture d'innovation, 61%, accélérer la validation, la conduite de projets innovants, 52%, développer des nouvelles offres, 35%, améliorer les processus d'innovation actuels, 33%, permettre à tous les collaborateurs d'innover sans crainte, 23%, développer un langage commun, 21%, et faire le point sur vos processus d'innovation actuels, 17%. Voilà, désolée, je ne sais pas pourquoi. Moi, la souris bougeait, mais on voit toujours la slide de nos intervenants. C'est vraiment bizarre parce que pourtant, Zoom me dit que tu partages peut-être pas le bon écran. Non, je vous enverrai à qui veut. Voilà, je vous ai donné les résultats. Donc, cela me permet de parler un tout petit peu rapidement de Vianeo, puisqu'on est en support et notre objectif, il est bien vraiment depuis la création de Vianeo, que j'ai créé il y a 15 ans maintenant, en 2008, même bientôt 16 ans, en juin 2008. Notre sujet est bien de permettre à tout un chacun, notre mission, c'est vraiment de permettre à tout un chacun, dans quelles que soient les circonstances dans lesquelles on se trouve, de oser passer d'une idée à un projet et à en démontrer sa valeur pour son organisation, pour soi et bien évidemment et surtout pour le monde. Donc, pour ça, juste je vous partage un peu cette vision justement, et ce n'est pas pour rien qu'on a posé cette question sur la maturité de votre organisation. En fait, aujourd'hui, on sent bien que l'enjeu, on a un enjeu d'initier le management d'innovation, de l'oser, de le consolider et de le déployer. Pour ça, on doit s'appuyer sur la culture d'innovation, mais aussi sur des activités. Tout ça, c'est bien décrit dans la norme, c'est vraiment le cœur de la norme. Et donc, on a besoin de support, à la fois du support pour les managers et les collaborateurs, mais bien évidemment aussi de support pour l'organisation et surtout les managers de l'innovation, tel qu'Anne le disait. Et donc, un ensemble de ce qu'on a observé aujourd'hui, c'est qu'en fonction de cette situation dans laquelle on se trouve, il ne faut pas être plus gourmand en tout cas avoir un appétit adapté à la situation dans laquelle on est. Et donc, on aura besoin notamment pour initier, mais tout du long, d'avoir cette notion de diagnostic, puis ensuite de monter en compétences, et puis ensuite de mesurer comment les choses se passent, et puis ensuite vraiment de pouvoir analyser comment se passe l'innovation. Et en parallèle de ça, l'enjeu de déployer l'innovation au sein d'une organisation, c'est de faire prendre conscience, de sensibiliser, d'animer, de faire émerger et progressivement aussi de faire monter en compétences, de lancer des appels à projets, d'avoir une vraie pratique de management de projets innovants, spécifiques et adaptés à ces enjeux d'incertitude. Et in fine, l'enjeu est bien de pouvoir faire du management de projets. Donc tout ça, c'est un ensemble de solutions qui vont vraiment aider l'organisation à évoluer vers cet objectif. Ce n'est pas Yaka Faucon, c'est vraiment il faut y aller. En particulier, on vous propose un démarrage sur le sujet du diagnostic de votre système de management de l'innovation en utilisant un outil MIMS
qui reprend vraiment les tenants et les aboutissants de la norme. Je passe assez rapidement, mais on est à votre disposition pour vous donner plus d'éléments. Le cœur de Vianeo, c'est bien évidemment enfin pour ceux qui la connaissent, je dis évidemment, mais c'est vraiment notre spécificité, c'est cette marelle qui a été digitalisée et qui est accessible d'une multitude de façons, aussi bien d'un jeu de cartes que d'une certification et je vais y venir d'un outil digital. Mais le sujet, c'est vraiment d'arriver le cœur du réacteur de la norme ISO, qui est ce passage de l'idée, de l'opportunité à la création de valeur, eh bien, c'est d'arriver à consolider le projet autour de tous ces enjeux et à valider vraiment cette preuve de valeur d'un projet malgré toute l'incertitude et la complexité inhérente. Et tout ça peut être utilisé au travers de notre plateforme qui reprend, alors peut-être Hervé, tu peux en dire 2 mots, qui reprend ce cœur du réacteur qui est dans le chapitre 8 de la norme, qui est le passage de l'identification de projet au déploiement de solutions. Hervé, tu es là? Ouais, c'est mieux avec le son. Oui, en 2 minutes, en fait, et puis je me tiens à votre disposition naturellement pour entrer dans les détails et discuter ensemble de l'adéquation de ce que nous proposons avec votre contexte. Mais une plateforme Vianeo, donc c'est des plateformes qui sont déployées pour chacun de nos clients et qui sont adaptées et customisées en fonction, en fonction des process et des fonctionnements internes. Donc on arrive on combine en fait notre méthode, notre parcours méthodologique qui permet d'approfondir la conception de la stratégie au marché, d'accès au marché de chaque projet, donc en profondeur, avec un pilotage de portefeuille. Et jusqu'à présent, on travaillait beaucoup à modéliser des workflows spécifiques pour chacun de nos clients en fonction du degré de maturité de la structure, en fonction de ce qui existait. Et aujourd'hui, on va introduire une nouvelle approche, c'est de proposer un workflow qui corresponde justement à la norme ISO 56001 et donc qui modélise un workflow de type StageGate en partant de l'identification de l'opportunité en continuant à faire avancer les projets en fonction de la création du concept, la validation du concept. Vous voyez un petit peu ce qui est inscrit sur la page ici et qui correspond au workflow de 56001. Donc, on introduit, pour faire avancer ces projets et pour pouvoir piloter le portefeuille, on a introduit la méthode Vianeo avec la marelle qui est inscrite à chaque étape de l'avancement, avec des grilles d'évaluation, de pondération, avec des données qui sont collectées et qui traduisent aussi au niveau, sous forme d'indicateurs, le niveau de maturité des projets et qui permettent un pilotage qui correspondent aussi et puis qui a des correspondances avec la norme. Donc, je me tiens à votre disposition pour vous montrer un peu ça et voir un peu comment est-ce que également on ne plaque pas un workflow de la norme de façon figée, mais aussi on l'adapte avec des considérations métiers, des grilles d'évaluation métiers et avec la méthode Vianeo. Donc, pour que ça soit plus concret pour vous, je vous donne rendez-vous pour en discuter. Voilà. Donc, le sujet, juste pour conclure, c'est surtout d'avoir du support et surtout de vous permettre de faire en interne et d'être totalement indépendant sur ces enjeux de management de l'innovation. Il est temps, il reste un petit peu de temps. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions dans le chat posées, mais peut-être qu'on peut en reprendre certaines. Je ne sais pas, Johan, si tu veux en reprendre certaines qui sont intéressantes à partager. En tout cas, merci. Je veux juste vous remercier pour vos interventions chacun. C'est très riche et il faudrait une journée entière et d'ailleurs, on va y venir à cette journée. Mais passons aux questions-réponses. Est-ce que… J'avais essayé de répondre à quelques-unes en live. Il y en a une, tu as dit difficile de réagir en 2 lignes. Est-ce que tu peux réagir à l'oral? Un petit souci par rapport à l'ISO 31 000
qui englobe dans la notion de risque les notions de menace et d'opportunité. Je pense qu'on ne le fera pas plus Ouais, non, en 10 secondes qu'en 2 non. lignes. Ouais. C'est effectivement les enjeux, juste pour illustrer que effectivement les enjeux de terminologie, c'est un des éléments forts. Menace, opportunité, relation à l'innovation là-dedans. Est-ce que la menace cache pas parfois une opportunité, etc. C'est le genre de débat qu'on peut avoir pendant très longtemps pour aboutir Alors, à des formules. Yann, vous avez une question. Je vous la laisse la poser en direct. Si vous ne vous mettez pas en mute. Yann, vous êtes là? Vous avez une question? Bon. Dans les dernières dans le chat, quelle place dans la norme pour les méthodes de créativité? Je ne sais pas si Andrew veut répondre ou si tu veux le prendre, Séverine. Vas-y. Andrew, je fais? Pardon, pour la question sur la quoi? Relation avec les éléments de créativité. En fait, on voit ça dans toute la parce qu'en fait, quand on rédige le standard, il y a le fond qui est donné par ISO et ensuite il y a la partie qui est plus innovation qui rentre dans les autres textes et la partie créateur vient dans toutes les parties spécifiques à la discipline qui arrive en fait à become interwoven avec le fond. Je ne sais pas si ça prend du sens. Ouais, et peut-être en complément là-dessus, que la créativité, elle apparaît dans le référentiel à plein d'endroits en réalité, mais c'est alors elle apparaît comme à la fois comme un élément dans le process, en disant voilà, pour passer de l'opportunité au concept, etc., il faut passer par ces phases de génération d'idées créatives, etc. Enfin, on peut passer par là. Et elle apparaît aussi en transverse dans les notions de culture, dans les notions d'engagement de l'ensemble des collaborateurs, etc. Donc, il n'y a pas une rubrique en soi sur la créativité parce qu'elle apparaît en fait à différents endroits, à la fois dans les supports, à la fois dans les éléments liés au contexte et à la fois dans les éléments liés au process. Mais j'aimerais en fait rajouter, ce qui est très intéressant avec ce standard, c'est qu'en fait on met en place des liaisons avec les grandes associations internationales pour les auditeurs et eux, ils s'intéressent beaucoup à ce standard pour être beaucoup plus créatifs avec la méthode d'audit et de mesurer en fait la mise en place et le fonctionnement du système de management. En utilisant ce standard à une façon de pouvoir revoir tout le système et d'audit et d'être beaucoup plus créateur dans la façon d'utiliser les outils d'audit. Peut-être passer à une autre question. J'ai une question là qui est la passerelle avec la norme ISO 9001 a-t-elle été prévue? Alors, elle est faite de façon native parce qu'il y a déjà eu une question un peu plus haut sur ces notions de système de management de quelque chose. Qu'on parle de système de management, ce que disait Andrew, un système de management de la qualité, un système de management environnemental, un système de management des risques, un système de management d'innovation. À partir du moment où le titre d'une norme commence par système de management, il est basé sur un référentiel commun, qui est une base de structure à partir de laquelle on part, puis on peut amender, à rajouter notamment un certain nombre d'éléments. Et l'idée de cette structure commune est d'assurer une cohérence, de limiter les risques d'antinomie, etc., et de faciliter l'intégration des différents systèmes de management. Donc, la passerelle avec le système de management de la qualité, elle est faite, finalement garantie par cette structure-là, c'est-à-dire qu'on peut être 9001 et 56001, 56002 au sein d'une même organisation, en mettant en place un référentiel. On ne doit normalement pas être amené à faire sauter l'autre. Et ça, c'est une partie qui est très importante, c'est qu'en fait, il y a dans les 80 normes qui existent sur le marché, sur les systèmes de management, il y en a quelques-uns qui n'ont pas été très respectueux parfois
en fait à ce texte de fond qu'on retrouve en principe sur tous les systèmes et qui facilite la capacité de pouvoir intégrer tous les standards les uns avec les autres. Et nous, en fait, on a été très respectueux et on a eu que trois changements en fait du texte. Donc, ça veut dire que c'est un standard qui sera très facile à intégrer avec les autres standards de management que les organismes utilisent en principe, en particulier 9001, 14001, 5001. Voilà. C'est le côté très rassurant dont parlait Anne tout à l'heure, où justement, ce n'est pas quelque chose d'exotique. Ça pourra rentrer dans une organisation par des voies qui sont déjà bien installées et qui ont déjà été tracées par les autres normes. Et c'est Ouais. une façon dont on a pu arriver en fait au consensus. C'est qu'en fait on a resté respectueux en fait tout ce parti expert norme ISO, mais on a pu en fait injecter, si on veut, en fait, les parties innovation, innovateur, créatrice, tout au fond du texte. Exactement. Et c'est là où justement un innovateur qui découvre cette norme, moi je l'ai été quand j'ai découvert la 56002 avant de travailler sur la 56001, c'est que finalement ce langage, c'est le nôtre en tant qu'innovateur. Vraiment, on est extrêmement rassuré par l'approche. Je vais répondre à une question qui est, j'ai pas bien compris la différence entre la proposition de valeur de la norme et la plateforme Vianeo. En fait, le sujet, c'est que la norme va établir décrit finalement les moyens. C'est pas un objectif de résultat, c'est un objectif de moyens pour arriver au résultat de création de valeur. Mais on va pas normer la création de valeur. En revanche, on va normer, entre guillemets, les pierres angulaires. Et tous les fournisseurs de solutions au management de l'innovation dont Vianeo fait partie, mais il y en a beaucoup d'autres, sont là pour apporter justement ces éléments de moyens. Et en l'occurrence, nous, la plateforme, le sujet, c'est digitaliser ce cœur du réacteur qui est le chapitre 8 de la norme, qui est le passage de l'idée à l'opportunité, au projet validé et déployé. Et donc de le rendre plus tangible au travers d'un processus digitalisé. Voilà. Donc après, chacun pourra effectivement, il y a des sujets plus globaux et d'analyse. Le jeu de l'innovation, qui est un très bon moyen d'acculturation hyper bien fait. Il y a plein de solutions qui peuvent exister et qui vont aider à cette mise en place des moyens. Si tu veux bien, Séverine, Oui. si on prend encore 30 secondes pour dépasser, Bien sûr. j'aimerais, je pense que ça va faire un beau mot d'ouverture, finir avec une question d'Hugo. J'ai cru comprendre que dans les pays nordiques, la Suède, le Japon aussi, donc sont avancés dans l'adoption des recommandations. Qu'en est-il de la France? Une petite parenthèse culture, c'est aussi quelque chose qu'on apprend dans ces travaux de normalisation internationaux et qui est absolument passionnant. Les Français, on est quand même particuliers et il faut quand même reconnaître que dès qu'il y a norme dedans, on en fait des reportages télé et on se rebelle contre les règles. On a une perception première de l'outil où on a besoin de convaincre. Il y a des pays dans lesquels arriver avec une norme est perçu est accepté de fait. En France, quand on arrive avec une norme, on a besoin de faire ses preuves. Donc j'aurais envie de dire ça commence, et on l'a vu avec le témoignage d'Anne, hein, ça commence à se diffuser et avec grand plaisir, on voit ça dans les organisations, mais en termes de niveau de diffusion, je pense qu'on court pas devant. On est en train de démarrer, peut-être qu'on rattrapera très vite notre retard, mais on a eu ce petit temps de retard à l'allumage lié à la perception de cette partie norme. Alors il faut lutter contre des préjugés. Oui, et je peux vous dire qu'en découvrant justement ce qui se passait à un niveau international et être confronté enfin plutôt en lien, parce que ce n'était pas des confrontations, mais en lien avec
le Japon, la Suède, le Canada, Joanne est présente, on voit à quel point l'expertise et la dynamique est forte partout dans le monde. Et donc, comme tu dis, Joanne, la France, il faut qu'on arrête de dire qu'on va normer l'innovation. Ce n'est pas le sujet. Il faut au contraire se dire qu'on va donner les moyens de mieux et de plus innover. Voilà, c'est vraiment ça le sujet. Et la norme 56001 est un énorme travail de simplification. On a essoré de travail de fond sur chacun des mots pour arriver à quelque chose qui soit simple à appliquer. Voilà, donc les prochaines étapes concernant justement ces travaux. Johan, je te laisse introduire la journée du 19 novembre. Donc, publication de la 56001 attendue pour septembre-octobre. Lancement, grande conférence internationale au Pérou pour annoncer ça en octobre. Et en novembre, on fait caisse de résonance le 19 novembre. La commission de normalisation française organise une journée à Paris à la Défense où on enchaînera des tables rondes en expliquant notamment l'intérêt de ces travaux, enfin de cette norme de certification pour différents type d'acteurs, des entreprises aux sociétés de conseil en passant par les universités, les centres de recherche, etc., avec différentes tables rondes et des keynotes internationaux. On aura l'honneur d'avoir des intervenants. Johan, qui a participé aujourd'hui, qui viendra nous donner un point de vue d'Amérique du Nord. Et on aura un représentant du Japon également qui viendra nous expliquer ce qui se passe chez eux. Bref, une très, très, très belle après-midi prolongée vers une soirée, peut-être prolongée vers un after. On est dessus. Ouais. Et donc, devenir membre, justement, comment postuler à la CNInov? Envoyer un message à Johan, je pense, non? Je vais mettre l'adresse de Petra si tu veux bien. Oui, voilà, mets le mail de Petra, mais surtout, n'hésitez pas, c'est passionnant. Et comme l'a dit Johan, il y a vraiment une excellente ambiance de partage de pratiques, partage d'expériences très ouverte, et quel que soit le statut dans la chaîne de valeur de l'innovation où on se retrouve, on est tous bienvenus et complètement intégrés dans la réflexion. Et puis, voilà, il y a des travaux qui vont venir sur notamment Competency Framework, qui est un gros sujet sur les compétences liées au management de l'innovation. Donc voilà, encore plein de choses et on a besoin de beaucoup de cerveau parce que ça prend du temps. On est tous bénévoles dans ces travaux et donc, plus on est, plus on peut se partager la tâche, ce qui est très agréable. Voilà, et pour terminer peut-être pour conclure, donc merci infiniment vous avez été nombreux et vous êtes encore 80 en ligne, ce qui est signe qu'on n'a pas été complètement rébarbatif et ennuyant. Prochain webinaire, alors ça tombe bien puisque ce sera sur la culture d'innovation et on a vu que dans notre petit sondage, c'était le sujet qui était crucial pour démarrer, en tout cas, vos besoins. The recording has stopped. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas dites. Et puis, il y a encore tellement de choses à faire sur ce sujet absolument passionnant et on est tous très preneurs de travailler ensemble à cet enjeu de faire de l'innovation une pratique du quotidien pour tout un chacun. Merci à tous. Merci beaucoup à tous et à très bientôt.